Burkina Faso, assassinat de civils, Ibrahim Traoré, nouvelle cible de l'Occident, c'est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sûr? On va le dire, Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages, aimer et surtout partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes a tué jeudi 27 avril dernier 33 soldats dans l'est du Burkina Faso. Le détachement militaire d'Ogarou dans l'est a fait face à une attaque complexe d'envergure dans la matinée de jeudi, fait savoir d'ailleurs un communiqué de l'armée. 33 de nos soldats sont malheureusement tombés, les armes à la main, tandis que 12 autres ont été blessés, ajoute d'ailleurs le communiqué. Au cours des combats qui ont été particulièrement intenses, les militaires du détachement ont fait preuve d'une remarquable détermination face à un ennemi venu en très grand nombre selon l'armée qui affirme qu'ils ont ainsi réussi à neutraliser au moins 40 terroristes avant l'arrivée des renforts. Le déploiement de ces renforts a permis d'évacuer les blessés qui sont actuellement pris en charge par les services de santé selon l'armée burkinabé. Les sources sécuritaires ont affirmé que les assaillants étaient lourdement armés et que certains soldats manquent encore à l'appel aujourd'hui. Cette attaque survient une semaine après le massacre le 20 avril dernier de mois, une soixantaine de civils d'un village au nord, Karma c'est le nom de ce village, par des hommes, nous dit-on, portant des tenues de l'armée. Révélée officiellement dimanche dernier, elle a fait une soixantaine de morts selon un procureur de la région, plus d'une centaine selon les représentants des rescapés et des habitants de Karma. Une organisation de défense des droits de l'homme burkinabé a fait état de 136 morts. On parle justement que tous étaient des civils. Nos équipes ont documenté et enregistré 136 corps sans vie à Karma, dont 50 femmes et 21 enfants, parmi lesquels on a pu constater des bébés de moins de 30 jours tués sur le dos de leur mère, a fait savoir le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dans un communiqué parvenu le vendredi 28 avril à l'agence France Presse. Mais jusqu'à preuve de contraire, selon les éléments que nous avons eus, une telle chose, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas du tout précisée quelque part dans ce village-là. D'ailleurs, à ce propos, Ambalo Sissoko a fait une sortie, il a été recadré par le gouvernement burkinabé qui lui a demandé de faire très attention à ses propos et d'attendre justement une enquête des autorités burkinabées. Le gouvernement a fermement condamné ces actes ignobles et barbares et a affirmé suivre de très près l'évolution de l'enquête ouverte par le procureur du tribunal de grande instance de Ouarigouya dans le nord du pays en vue, il faut le préciser également, d'élucider les faits et d'interpeller toutes les personnes impliquées. Pour l'heure, on nous fait savoir que ce sont justement des hommes qui ont pris des tenues militaires et qui ont massacré ce village pour le mettre sur le dos des militaires burkinabés. Qui est donc derrière ce massacre? En tout cas, nous nous interrogeons. Les victimes de Karma ont été inhumées jeudi soir. Oui, les autorités administratives se sont mobilisées pour l'inhumation des restes de nos mamans, de nos papas, de nos sœurs, de nos fils, soit une centaine de personnes à déclarer. Bien sûr, Daouda Belem, l'un des rescapés, il a tenu à remercier d'ailleurs le gouvernement qui a permis à Karma d'inhumer ses morts et appelé à collaborer avec la gendarmerie pour son enquête. Ce dernier d'ailleurs que nous avons eu au téléphone nous fait savoir que c'était des hommes armés et surtout avec des tenues militaires, mais ce n'étaient pas des tenues militaires burkinabés. Donc, qui veut donc à la peau de Ibrahim Traoré? Nous nous interrogeons. Burkina Faso, assassinat de civils. Ibrahim Traoré, la nouvelle cible de l'Occident. Pour répondre à cette question, nous sommes avec Patient Pafindom, homme politique panafricaniste. Il est notre invité cet après-midi. Patient Pafindom, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi aux chers amis. Steve Josselingos. Bon après-midi à nos millions d'internautes. Merci pour le nombre de travail qu'a nos techniciens pour permettre une bonne qualité, n'est-ce pas, en termes de vidéos que nous produisons pour la toile. À tous les panafricanistes, je dirais d'abord bon après-midi, mais surtout qu'ils ne se laissent pas prendre dans le piège du mensonge organisé, de la flûterie, de cette propagande anti-africaine qui est en train de prendre corps dans certains médias ou officines de la diplomatie occidentale. Oui. Et malheureusement,
nous regrettons que le président Sissoco Embaló se laisse prendre dans ce piège, parce que toujours à côté de lui, l'histoire lui parle. Vous savez, quand le président Sékou Touré décide de sortir du giron français. Le giron français, et première décision, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on rapatie tous les cadres français qu'il y avait dans le pays. On démantèle même certaines usines. On rafle tous les sous qu'il y avait dans les trésors de la République. Mais pire encore, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où il décide de battre sa propre monnaie, on lui crée une fausse monnaie qu'on introduit dans le pays pour créer une inflation hors norme et mettre le pays en difficulté. Il a fallu que des pays comme le Ghana, le Kwame Nkrumah, soient obligés de tailler dans ses réserves en or pour donner un peu d'or à la Guinée pour essayer de stabiliser sa monnaie. Donc c'est dire que ces pratiques, n'est-ce pas, ne datent pas d'aujourd'hui, ces pratiques en dessous de la ceinture, de manière masquée, ne datent pas d'aujourd'hui. Donc le président Sissoco Embaló devait être mieux inspiré sur la base, n'est-ce pas, de cette histoire douloureuse que la Guinée a subie, pour bien comprendre que nous sommes dans une nouvelle dimension de combat où il ne faut pas se précipiter dans des déclarations aussi hasardeuses comme celle qu'il a eu à tenir, sans avoir entre les mains, en réalité par le biais d'une enquête propre de la gendarmerie burkinabé, les éléments probants pouvant vous permettre de vous décider par rapport à ce qui s'est réellement passé. Il est injuste, il est humiliant même pour l'Afrique que nous sommes, qu'un chef d'État de son niveau soit obligé d'enregistrer comme machine qui enregistre tout simplement les prétendues informations venues de l'Occident, parce que nous savons qu'effectivement, eux, ils sont dans une dynamique de démontrer à la face du monde que Ibrahim Traoré et son équipe ne sont pas en capacité d'assurer la protection des hommes de bien, et ce qui justifierait le fait que ils avaient tout fait pour maintenir une force d'occupation sur le sol burkinabé, comme ce fut le cas de la force Sabre. Donc il faut vraiment que le président Embaló Sissoco fasse attention. Il est le président, je crois, de la CEDEAO pour l'instant. Il faut qu'il ait un pianissimo, qu'il ne se précipite pas, parce que cela lui donnerait l'impression qu'il roule pour un ordre. Est-ce qu'il ne roule pas justement pour cet ordre? J'aimerais lui bonifier d'un doute raisonnable, en estimant tout simplement que c'est la naïveté. Mais je suis désolé de constater qu'une naïveté répétée 1, 2, 3 fois valide une posture qui n'est pas du tout bonne. Et il y a l'évolution, j'aime souvent le dire, il ne faut pas désespérer l'homme. Il voit quand même la tournure que la complexité de la guerre pour la réappropriation de notre souveraineté nous impose. Quel qu'en soit le type d'accord qu'il ait à passer par le passé, avec l'ordre colonial établi, il faut quand même qu'il fasse très attention. Très, très attention de vouloir comme ça et d'être sentencieux du point de vue de certaines déclarations en prenant fait et cause pour ceux qui ne peuvent voir en Afrique que de l'incapacité d'abord de diriger, mais surtout l'incapacité de respecter ce qui est communément considéré comme des normes universelles de la protection des droits de l'homme. Je ne vois pas comment l'armée du Burkina Faso, qui se bat contre les terroristes, peut comme ça, par un coup de folie, massacrer une centaine de ses propres concitoyens, dont le rôle qu'il leur a assigné, c'est de les protéger. Jusqu'au bébé? Non, je crois que nous sommes là face à une opération de babougerie française dans cette région-là pour essayer de discréditer, n'est-ce pas, le caractère patriotique. D'après les informations que nous avons eues, patient parfait d'homme sur cette affaire, les rescapés justement de ce village de Karma déclarent haut et fort que ces hommes qui étaient justement dans des tenues militaires étaient tout sauf des Burkinabés. D'ailleurs, ils n'en parlaient aucune langue. Mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement burkinabé a pris une première décision en disant qu'il faut faire attention. Tous ceux qui ont des tenues militaires chez eux, ils n'ont pas le droit de les arborer n'importe comment. Il est même mieux de les ramener au niveau des casernes de Burkina Faso, parce que dans nos ethnies, dans nos pays, différents pays, même moi j'avais un oncle qui était colonel de l'armée de l'air, père son âme, le colonel Basson, mais quand il est mort, il avait quelques tenues, certains de mes cousins les ont, pour aller dans nos plantations au village, c'est une tenue robuste qui ne se dégrade pas très rapidement. Et vous savez qu'au village, nos tenues, pour aller faire des activités champêtres, il faut les remettre plusieurs fois. Et
Donc c'est un peu commun quoi à toute l'Afrique, des tenues qui sont usagées, que les gens ne portent plus souvent. Quand on va au village, on les offre, n'est-ce pas, à nos frères qui sont pour mener ces activités-là. Et je pense que le moment est venu pour que chacun prenne sa responsabilité. Le Burkina en guerre, et on fera feu de tout bois pour essayer de discréditer le patriotisme de l'armée burkinabé et pour essayer de mettre en difficulté aujourd'hui la nouvelle donne du point de vue du management de l'État central par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un coup de nos ennemis. Il faut être sec là-dessus, il faut mettre le pied dans le plat et dire c'est vérité. C'est un coup de nos ennemis pour tenter de discréditer l'armée de Burkina Faso. Mais je pense que très rapidement, cette petite bulle fera chute parce que la vérité va finir par être présentée au grand jour avec ces enquêtes. Pourtant, tous les médias occidentaux s'en donnent à cœur joie et déclarent haut et fort que Ibrahim Traoré et son armée ont tué justement des civils. Et ce n'est pas la première fois qu'on accuse d'ailleurs l'armée burkinabé. Mais ça fait partie, ça fait partie d'une des faiblesses de l'armée pour notre défense que nous avons encore. L'une des faiblesses, c'est sur le plan médiatique. Les gens ont tendance à négliger. J'ai même écouté de sa propre bouche un grand magnat camerounais, je suis dans son bureau, et il me dit, bon, vous pensez que votre bavardage que vous faites à la télé donne quoi? Ça m'a un peu fait sourire. Vous voyez le décalage, c'est-à-dire que le côté d'alphabétisme politique de certains qui ne comprennent pas que les médias, l'armée médiatique est une véritable arme de destruction massive. Il faut donc que nos pays, le Mali, le Burkina, la République centrafricaine, musclent davantage leur capacité de réponse médiatique. Et ça passe par quoi? Ça passe d'abord par leurs propres outils sur le plan institutionnel qu'ils ont chez eux, mais aussi en entrant en contact avec des institutions de défense sur le plan médiatique de l'Afrique, comme le cas de Panafricanist TV, pour que chaque fois qu'il y a un problème, ils puissent avoir la primeur de l'information, mais surtout pouvoir faire le terrain pour avoir le ressenti, n'est-ce pas, des populations vis-à-vis des activités qui sont menées sur le plan militaire pour leur bonheur. Et comme ça, vous aurez en capacité de nous organiser pour mieux restituer cette information, n'est-ce pas, aux populations, sans que les gens soient astreints uniquement à écouter des propagandistes mensongers que sont devenus les médias mainstream qui racontent des mensonges à ne plus en finir à longueur de journée, mais qui sont incapables de communiquer sur les propres événements qui se passent sur leur propre histoire. Vous avez vu dernièrement, le 1er mai, n'est-ce pas, les manifestations en France. Pas seulement. Vous avez vu le traitement d'informations qui a été réservé. On a presque fait un blackout total sur les violences policières hors normes. Je me demande même si ce sont des policiers français qui agissent comme ça contre leur propre peuple, parce que c'est une violence qui donne foi au nom. Donc ces gens-là, ces personnes mercenaires, recrutés par Paris pour taper sur son propre peuple, ça, c'est un blackout total. Il faut être sur le net pour avoir la chance de grappiller quelques vidéos qui montrent la violence de cette répression prétendument policière, mais pour moi des barbouzes encore internationales contre le peuple français. Et ça, nonobstant le silence assourdissant de ces propres médias qui sont très, très enclins, n'est-ce pas, à vouloir démontrer que l'armée burkinabé, qui est une armée républicaine, une armée patriotique, peut se lancer dans la barbarie et la sauvagerie de ce niveau, comme on entend. Ça ne ressemble pas aux Africains, ça. Non, mais surtout les Africains qui prennent conscience, comme c'est le cas de cette armée-là aujourd'hui, du rôle qu'ils ont dans la défense de leur territoire, de leur peuple. Ils ne peuvent pas se lancer dans de pareilles sauvageries. Mais les autres, justement. Et dans notre histoire, vous vous souvenez, j'ai fait une petite dérogation pour ceux qui sont dans l'espace camerounais en général, et la Sangha maritime en particulier, l'histoire d'un certain Yéden Liba. On vous raconte comment, au détour de ces balades en forêt, c'était un maquisard, il rencontre une vieille dame. Même si je n'aime pas le terme maquisard, parce que c'était pas un maquisard. Je m'en fous, moi je suis même pas à l'assumer. Et ils disent, il dit à la vieille dame, mais maman, quel est vraiment ton souci? Oh, ma fille, mon fils, excuse-moi. Il y a un type dans cette forêt qu'on appelle Yéden Liba. Un type cruel, monstrueux, il est barbare, sauvage.
Et de lui poser la question, à la vieille mère, mais si on te donne Lionel Débat, qu'est-ce que tu fais de lui? Et Lionel Débat de lui dit, et la dame de lui dit, je vais les découper en morceaux, en morceaux, en morceaux. Et nous dit-on, selon le narratif de cette histoire, n'est-ce pas, de la barbouzerie française, quelque temps, on retrouve la vieille dame découpée en morceaux, en morceaux, en morceaux. Et on met ça sur le dos de qui? De Lionel Débat. Alors la question qu'on se pose volontairement, où était l'homme qui a vécu toute cette scène? Et c'était qui? Et pourquoi il n'a pas agi? Ça, personne ne le connaîtra. Et c'est dans mes recherches que je me rends compte qu'un parent narratif macabre, comme sur le dos de quelqu'un qui se bat contre l'oppression étrangère dans son propre sol, on va le retrouver aussi pendant la guerre du Vietnam. Presque mot pour mot. La même histoire. Racontée de la même manière. Donc, ce sont des pratiques. Et ça ne m'étonne pas que ça revienne au Burkina Faso avec des bébés qui sont tués. Et on vous dit c'est la même Burkinabé. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est ça aussi, je demande aux gens vraiment de faire des recherches. Ils vont se rendre compte que les mêmes méthodes sont remises au goût du jour pour discréditer soit des combattants, soit des corps d'armée, soit des États, soit des pays, à partir du moment où ils ne sont plus en accord, ils ne sont plus d'accord avec l'ordre établi. Donc, je prends l'histoire d'un débat et je voudrais bien que quelqu'un m'apporte le contraire. Moi, j'ai enquêté dessus. J'avais sur le point peut-être de produire un livre. Cette affaire-là, j'entends encore des éléments complémentaires. Mais je vous dis que exactement, presque mot pour mot, une scène comme celle-là s'est produite au Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam. Et on mettait ça sur le dos des combattants vietcong. Voilà. Maintenant, au Burkina Faso, on revient sur une scène macabre, mais grandeur encore plus amplifiée. Mais c'est le même script. Écrit parce que c'est ça qui dit si je suis Lingos. Ce week-end, j'étais en immersion dans une forêt, mais dont la sophistication de l'accueil est inédite. Et je me suis dit vraiment, pauvres de nous les Africains, pauvres de nous. Tant que l'Africain ne va pas domestiquer l'histoire, il sera toujours quelqu'un comme il ira en bateau, au gré des intérêts des étrangers. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut que notre jeunesse comprenne une chose. Il n'y a pas que les paris sportifs. Allez à la source. Réappropriez-vous de votre histoire. Quand vous vous réappropriez suffisamment de votre histoire, vous êtes assez aguerri pour contrer les mensonges qu'on essaie d'instiller au sein de vous et de votre peuple. Vous serez assez aguerri pour contrer les constructions néocoloniales comme la question du tribalisme. Comme on nous bassine les oreilles en disant nous avons pour le Cameroun plus de 300 langues, plus de 280 langues. Tout ça c'est faux, archi faux. Nous avons presque un socle commun propre, je prends pour le sud du Cameroun, à toutes nos langues. Vous allez vous écouter un bout de parler. Si vous êtes l'ambassade, tendez l'oreille. Vous comprenez ce qu'il dit. Vous écoutez un héros de parler, même chose. Un Douala, même chose. Je ne sais pas. Même un Barombi, du sud-ouest, même chose. Un Bakweri, même chose. Donc, qu'est-ce qui nous différencie donc? Fondamentalement, c'est seulement les pratiques usuelles de chaque langue en fonction de l'espace où on se trouve, où les déclinaisons sont faites, mais le mot, la racine reste le même. Donc voilà, je vous dis que en faisant l'effort de vous réapproprier de votre histoire, vous ne pouvez pas être dans les égarements comme le tribalisme, comme le suprémacisme ethnique qui sont en train de vouloir ronger aujourd'hui une frange non moins importante de notre jeunesse. Vraiment, aller à la reconquête de l'histoire, vous allez vous rendre compte que nous sommes plutôt ceux qui sont les plus agressés et dont on tente complètement d'annihiler toute forme de résistance. Quand ce sont les civils qui sont tués, assassinés d'ailleurs par une main invisible, on l'amplifie sur les médias occidentaux. Jusqu'à preuve de contraire, le 27 avril dernier, 33 soldats burkinabés sont tombés, tués par des terroristes. Et là, ça n'émeut personne. Mais comment tu veux que ça émeuve qui que ce soit, hein? Si je reprends sur l'histoire, vous avez vu l'affaire Charlie Hebdo. Vous avez vu tout un chef d'État en larmes. Vous revenez sur l'histoire de Monsieur Yahi Boni. Oui. Mais quelques temps après, il y avait des morts en Afrique. On n'a jamais vu les larmes de Thomas Boni Yahi. Même pas un mot de compassion. Voilà où nous en sommes. Ce sont les chaînes qui sont dans nos têtes. On pense que la vie des Africains n'a pas de valeur. Les notions de valeur, les notions de vie, la valeur de la vie chez nous en Afrique. Mais je ne dis pas, journée internationale de quoi? De la liberté de la presse. Mais quand même, l'amplification qu'on fait
Oh, Jean-Hélène a été tué. Oh, Jean-Hélène a été tué. On fait une amplification. Mais après, vous vous rendez compte que peut-être le gars, c'était un agent de renseignement de l'Occident. Peut-être. Je vais être modeste. Parce que, comme on dit chez nous dans ma langue, on va dire que la souris avait pourri dans ma bouche. Parce que je dis que les choses qui sont crues, qui sont vraies. Donc, je crois sincèrement qu'il faut qu'on fasse attention. Le Burkina Faso fait face à des agressions multiples et variées. Elles ne sont pas que d'ordre militaire, elles sont aussi d'ordre médiatique. Nous faisons notre boulot, même de manière, j'allais dire bénévole, mais je souhaiterais quand même que ces institutionnels de plus en plus communiquent, mettent à notre disposition un certain nombre d'éléments pour peaufiner davantage nos analyses et démontrer à la face du monde que nous sommes face à une agression très très importante de l'Occident qui refuse que l'Afrique enfin embrasse sa véritable souveraineté. Je souligne encore un autre détail. Vous étiez chez ce plateau il y a encore quelques semaines où, il faut le dire également, le gouvernement burkinabé demandait justement aux populations, à toutes les populations, ceux qui avaient des tenues militaires dans les maisons, de les ramener dans les casernes pour pouvoir habiller les VDP. Là encore, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, on nous fait quand même comprendre que ce sont des militaires qui ont tué des civils. Non, pour une armée qui n'a pas de tenue. Mais un pays qui produit le coton. Le premier ministre par intérim malien, le colonel Abdoulaye Maïga, du haut de la tribune de l'ONU, ce n'était pas dans sa chambre, ni dans les Sissongo de ma forêt équatoriale de Babimbi. Il a dit, mais nous avons les preuves. Nous avons les preuves que c'est la France qui entraîne, fournit la logistique, le renseignement aux terroristes qui occupent le Sahel. Et nous avons déposé cette plainte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Quel est le pays qui bloque? C'est la France. C'est la France. Bon, quand vous avez des exemples comme ça, mais s'il n'y avait rien, si la France avait rien à se reprocher, ils disaient, mais venez donc avec vos preuves, on voit. Mais ils bloquent. Ils bloquent. L'ouverture de ce procès au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. N'est-ce pas? Tout simplement. Pour moi, cet exemple à lui tout seul suffit pour démontrer que c'est la France qui est derrière le coup. Les tenues militaires, c'est quoi? On peut les avoir partout. Partout. Et alors, on peut les acheter partout. Et c'est même eux qui les fournissent souvent à nos États. Donc, ils prennent des quantités importantes, ils donnent à leurs amis terroristes. Ils viennent dans un village, peut-être même sous l'encadrement de leurs propres soldats, ils tuent les gens. Et ils repartent allègrement. Vous n'avez pas vu les exemples, les vidéos des soldats français avec les commissions en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas vu l'encadrement, l'entraînement, comment on se place, comment on tire, comment on fait ceci? Vous n'avez pas vu? Est-ce qu'ils se cachaient? Vous n'avez pas vu des vidéos des soldats français participant à des orgies sataniques où on tuait des militaires, les gendarmes ivoiriens et on buvait leur sang? Vous n'avez pas vu ça? Mais il faut que les Africains fassent attention. Hein. Donc, nous sommes en guerre, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre, elle est aussi d'ordre médiatique, d'ailleurs puissamment médiatique. Comment dire ça? Les médias, ce n'est pas le quatrième pouvoir, c'est même le pouvoir. Parce que quand on a bouffé ton cerveau, on ne peut laisser que la boue là-dedans. Et tu commences à réagir comme un automate vis-à-vis des informations qui sont concoctées, qui viennent d'ailleurs. Bon, écoutez, ce matin, parce que j'ai passé la nuit et l'aube là, étant très content, et pour la première fois, hein, pour dire que la jeunesse, quand on lui donne la possibilité, surtout africaine, elle fait éclore son génie. Joel Embiid est devenu MVP de la NBA pour la saison régulière 2022-2023. Après avoir échoué à ce podium aux deux exercices précédents, enfin, le Camerounais Joel Embiid, allez dans le site de la NBA, laissez-moi le bavardage des gens de gauche à droite, qui est d'ailleurs le cousin ici du Soudan Gauche. Faut que je le dise. Oui, c'est mon cousin. Il est de Ngambé, de Babimbi, de Sen, Karosouré comme toi. Il ne faut pas que les gens... Si je dis que c'est son cousin, hein, Joel Embiid, c'est son cousin, le voici. J'ai donc écouté ce matin, je me suis dit, je vais essayer de faire le tour des médias français pour voir ce qu'ils disent de cette information. Info Sport. Le français? Non, ils n'ont pas dit le français. Joel Embiid est devenu MVP, machin, et succède au Compo, après avoir échoué à Tocompo, voilà, aux deux précédentes exercices. Mais
On te dit au compo nigérien, mais on ne dit pas de quelle nationalité il est. Au contraire, qu'est-ce qu'on dit d'Mbid? On dit, on espère qu'il portera un jour les maillots de la France. On ne vous dit pas que les Français, on ne vous dit pas que les Camerounais, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Il dit, ya, papa. Même ici, heureusement, là qu'on puisse se comparer. Parce que sur l'autre côté de France 24, là, quand même, au niveau de la bande passante, il disait quand même, le Camerounais, Joël Embiid. Alors, sur la toile, j'ai vu des débats. Oh non, il n'est pas Camerounais. Il a fait j'ai dit que ce n'est pas beaucoup décerné le titre là. C'est la NBA. Allez sur le site de la NBA et disait ce qui est écrit là-bas. Et les Africains boivent ça comme du petit lait. C'est-à-dire que moi, je suis dans la position, quand quelqu'un me dit, ah non, on n'est pas Camerounais, je dis, nous, on est Camerounais, il est à Tongolo. Il est le chef des études là-bas, allez le voir là-bas, il est en train de manger son âme. Laissez-moi tout ça là. Ils ne vont pas nous arracher nos victoires comme ça éternellement. Donc, chapeau à mon fils Joël Embiid, tu as fait ma joie. Hein. Depuis lors, je jubile. Parce que pour la première fois, en NBA, un Camerounais, quand même, il est au toit, n'est-ce pas, au sommet voilà. Depuis les Camerounais, il y en a eu quand même à la NBA. Oui, mais pas qui n'ont... était justement de la NBA. Oui, mais il n'est jamais arrivé à ce niveau. On se lève de l'excellence. Oui, il n'y a pas que lui. Le fils Noah également. Il y a Siakam, oui, ils sont nombreux, d'autres ont remporté, mais ils ne sont pas arrivés au sommet. Embiid est arrivé au sommet. Avant un bon job. Félicitations. Merci à vous, Patient Parfait, de m'avoir été les nôtres encore cet après-midi. Bissau, Allons Africa, Bissau, Burkina Faso, Bissau, Mali, Bissau, République centrafricaine, Touadéra, Président Touadéra, Bissau, Joël Embiid, Bissau. Beaucoup de courage à tous les VDP du côté du Burkina Faso et sans oublier bien sûr l'armée burkinabé. Nous sommes de tout cœur avec vous. Beaucoup de courage aux femmes, aux forces armées maliennes. Beaucoup de courage à toutes les forces de maintien de l'ordre du côté de la République centrafricaine. Beaucoup de courage à nos forces de l'ordre et de sécurité au Cameroun, à toute l'armée camerounaise. Beaucoup de courage à vous également. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.